Docteur David, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté cet entretien avec vous. Vous êtes à Paris, il faut le rappeler. Vous êtes économiste, ancien chercheur, consultant, mais aussi un homme politique. Vous êtes président, le président du mouvement SOP et Sénégal. Et vous avez accepté de nous accorder cet entretien. À la surprise générale du peuple sénégalais, le président Macky Sall a demandé que les élections prévues, l'élection présidentielle prévue pour le 25 février, soient reportées. Cette volonté de report a été actée par les députés de l'Assemblée nationale en début de cette semaine. Et pour le moment, les élections sont reportées au 15 décembre. En tant que président du mouvement SOP Sénégal, comment vous avez accueilli cette information? Monsieur Agua, je vous remercie tout d'abord en fait de votre invitation. Effectivement, concernant ce report, je l'ai accueilli avec beaucoup de surprise, beaucoup de tristesse, mais la surprise, elle n'était pas si grande que ça. Pourquoi? Parce que je pense que toutes les conditions étaient réunies, il me semble, pour un report. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas mis en place les éléments permettant un déroulement serein de ces élections. Et donc, du coup, je l'ai reçu avec tristesse, mais sans grande surprise. Maintenant, la surprise, ça a été que euh, le président de la République ne va pas oser aller jusqu'au bout d'une démarche qui allait aboutir à ce report. Mais visiblement, le gouvernement a osé. Et à la grande surprise générale, euh, beaucoup pensent que c'était un plan qui était déjà établi et que la messe était déjà dite. Et c'est en tout cas le sentiment de beaucoup aujourd'hui de Sénégalais. Et c'est ce qui explique justement cette manifestation de colère aujourd'hui qu'on voit dans la rue au niveau du Sénégal. Mais quelles sont les raisons qu'évoque le président Macky Sall pour ce report des élections et est-ce que vous êtes convaincu par rapport aux raisons qu'il évoque? Alors, euh, pour moi, il y a ce qu'on appelle un débat d'experts dont le rôle sera beaucoup plus de divertir les personnes. Comme on dit, les faits divers sont faits pour faire diversion. Et il y a une dimension que je considère personnellement comme de la diversion. Parce que quelles que soient les raisons, aujourd'hui, je pense que les institutions du Sénégal étaient suffisamment solides pour permettre le déroulement d'élections libres, démocratiques et inclusives. Mais il se trouve que le gouvernement n'a pas mis en place les moyens permettant le déroulement de ces élections libres, démocratiques et inclusives. Et donc la raison principale, en tout cas l'une des raisons invoquées par ce gouvernement, c'est qu'il y a aujourd'hui une contradiction entre deux institutions qui ont une importance capitale au niveau du Sénégal, à savoir le Parlement et l'institution à côté chargée de diriger sereinement les élections présidentielles. Et je pense que là-dessus, c'était au gouvernement et à son président, à savoir le président Macky Sall, c'était à eux de mettre bien avant les conditions permettant un déroulement serein de ces élections. Ça n'a pas été le cas. Et donc, on a l'impression que dès le départ, la partition était déjà réglée et que il y a eu, dans un premier temps, la pression populaire pour dire au président de la République sortant, il n'y aura pas de troisième mandat. Et que face à cette pression populaire, le gouvernement, en l'occurrence le président de la République, a dit finalement, OK, je ne ferai pas un troisième mandat. Et donc, pour beaucoup de Sénégalais, on avait l'impression qu'il l'avait fait à reculons, qu'il l'avait fait à reculons. Et que donc, il attendait
le moment venu pour remettre en cause, en fait, sa parole là-dessus. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, cette décision est en train de donner raison justement à cette partie de la population sénégalaise qui pensait et qui pense toujours que le président actuel n'attendait qu'une seule chose, à savoir un prétexte pour pouvoir dire, OK, les conditions ne sont pas réunies pour organiser sereinement des élections présidentielles. Et je pense que là, c'est un véritable coup de griffe aujourd'hui à notre démocratie. Et c'est une image assez désastreuse, assez néfaste que nous donnons, que nous envoyons aussi bien à la population sénégalaise, mais aussi à l'Afrique, qui a toujours considéré le Sénégal comme un modèle, comme un exemple à suivre. Et c'est aussi un mauvais signal que nous envoyons à l'ensemble de la communauté internationale. Vous avez suivi la dernière réaction de la CEDEAO qui demande quand même le respect de la Constitution. Qu'est-ce que cela vous explique? Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire que je pense qu'il est temps qu'on arrête ce tripatouillage et ce manque de respect de nos institutions. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui que chez nous qu'on voit en fait certaines pratiques considérées comme des pratiques antidémocratiques. Et que c'est aujourd'hui totalement scandaleux qu'on puisse être dans une situation dans laquelle la communauté internationale, dans une démarche d'ingérence, en fait, dit il faut respecter la Constitution. Et je pense que il est temps qu'on sorte en fait de cette situation. Et aujourd'hui, quand on regarde d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe? Ça fait maintenant plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que nous parlons de ces élections présidentielles. Et pendant ce temps, la situation économique du pays est une situation assez désastreuse. Pendant 2 ans, nous sommes en train de parler de la politique politicienne. Les uns et les autres sont en train de s'insulter matin, midi, soir, alors que la priorité aujourd'hui des Sénégalais, la priorité de la population sénégalaise, c'est nous avons besoin de manger à notre faim, nous avons besoin de contrôler nos ressources, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une jeunesse formée, nous avons besoin de contrôler la pêche, nous avons besoin d'avoir une agriculture au service de la population. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui est en désarroi et qui n'hésite plus à aller en mer avec des pirogues en disant je préfère mourir que de rester en fait dans mon pays parce qu'il n'y a plus d'espoir chez moi. Et donc, ces questions-là, c'est les questions sur lesquelles aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on en parle. Et aussi bien le gouvernement actuel que ceux qui sont dans l'opposition ne se préoccupent pas véritablement de ces questions. Et là, ce qui vient de se passer, que je qualifie vraiment de coup d'État d'une manière générale, car si effectivement le gouvernement se maintient au soir du 2 avril, c'est-à-dire que ce pouvoir peut être considéré, si on reprend les paroles du président Macky Sall concernant son prédécesseur, on peut considérer qu'à partir du 2 avril, ce pouvoir est illégitime. Donc voilà la situation que nous vivons aujourd'hui au Sénégal et toute la communauté internationale, mais aussi la communauté nationale. D'accord? Nous sommes tous là en train de dire il n'ira pas jusqu'au bout, qu'il va finalement entendre raison et arrêter en fait vraiment cette décision qui est une décision totalement scandaleuse. Totalement scandaleuse. Les analystes politiques pensent que et c'est parce que Macky Sall n'est pas rassuré sur par rapport à sa succession et qu'il n'a pas trouvé celui qu'il faut pour suivre les directives du colon. Et donc, est-ce que vous voyez le rapprochement dont parlent désormais les analystes politiques entre Karim Wade et Macky Sall? Alors, je pense que tout ça est d'une grande tristesse. Et comme je ne lis pas dans une boule de cristal,
Donc, je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas, sur des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je ne suis pas dans la tête de l'actuel président de la République, mais toujours est-il que quel que soit ce qu'il pense, je pense qu'il faut qu'on ait confiance en la population sénégalaise et que le temps sortant n'a pas à décider qui doit le succéder ou pas. C'est-à-dire qu'en tant que démocrate, je pense qu'il est important qu'on se dise c'est à la population de décider. Alors certains vont avancer de l'idée comme quoi effectivement il veut assurer ses arrières. Je pense qu'aujourd'hui, dès l'instant qu'on est dans la bonne gouvernance et qu'on n'a rien à se reprocher, une fois qu'on a fait son mandat, on n'a pas à se préoccuper de qui va préserver nos arrières, parce qu'en en fait, quand on parle de préservation de nos arrières, c'est parce que nous pensons que nous n'avons pas été dans une dimension, on va dire, légale, d'une manière générale. Si on n'a rien à se reprocher légalement, on n'a pas à prévoir ces arrières. On n'a qu'à poser, en fait, un bilan en disant, voilà ce que j'ai fait, d'accord? Et maintenant, le peuple sénégalais va décider. Et le peuple sénégalais est le seul capable de me juger sur mes actes. Rien que sur mes actes, ce que j'ai fait. Et je suis capable, en fait, aujourd'hui, de répondre de ces actes face à la population sénégalaise. Si il était vrai que Karim Wade devenait un dauphin peut-être de Macky Sall, est-ce qu'il aurait trahi l'opposition lorsqu'on sait que vous appartenez à une opposition modérée? Alors, Karim Wade est un candidat comme n'importe quel autre candidat. C'est un Sénégalais comme n'importe quel Sénégalais et il a tous les droits pour candidater, il a tous les droits pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que c'est le dauphin de, du président sortant Macky Sall ou pas? J'en sais rien. Alors, les spéculations vont bon train, mais comme d'une manière générale, aujourd'hui, il y a des postures et des positions alors que les principaux concernés n'ont pas été entendus. Les principaux concernés n'ont pas été entendus. Alors aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce qu'effectivement c'est un dauphin? J'en sais rien. Toujours est-il que si les conditions sont réunies pour qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle, il faut le laisser passer. Il faut le laisser passer. Maintenant, si le Conseil constitutionnel estime qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat, là, ça va être une bataille de juristes. Et c'est la raison pour laquelle je me dis d'ailleurs par rapport à ça qu'il est temps qu'on arrête de décider qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat. Il faut que dès le départ, que les choses soient suffisamment claires pour qu'on puisse savoir d'une manière générale que la seule entité capable de décider, c'est la population, rien que la population sénégalaise. Après cette décision de report actée par les députés, est-ce que le Conseil constitutionnel n'aura pas son mot à dire? Mais également, euh, lorsque l'on sait que sur le continent, dernièrement, il y a eu des événements qui ne riment pas vraiment avec la démocratie, est-ce que on ne pourrait pas dire que l'Afrique n'est vraiment pas prête pour la démocratie? Je pense que l'Afrique est prête pour la démocratie et que le fait même d'y penser est une forme, excusez-moi du terme, mais une forme d'insulte à la maturité africaine. Je pense qu'aujourd'hui, la population africaine est prête pour la démocratie parce que quand les personnes manifestent et sont prêtes au sacrifice ultime, à savoir à y donner leur vie, je pense que ces personnes sont prêtes pour défendre la démocratie. Maintenant, est-ce que nos hommes politiques sont prêts? Là, la réponse est visiblement non. Car
le fait de s'accrocher à un pouvoir pour défendre des intérêts plus personnels est une démarche qui aujourd'hui montre que certains hommes politiques ne sont pas prêts. Mais par contre, la population, est-ce que la population est prête? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions étaient réunies pour une alternance sereine au niveau du Sénégal. On avait suffisamment de candidats pour ça et le président sortant avait tous les moyens pour pouvoir organiser des élections libres et démocratiques. Je prends pour exemple les différentes manifestations. Aujourd'hui, on a une gendarmerie, on a une police, on a une armée. Oui. Donc, les institutions sont là pour sécuriser, encadrer la sécurité en fonction de leurs propres compétences. Et que s'il y a des manifestations, c'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle, en fait, effectivement, du président de la République de faire en sorte que le droit de manifester puisse être un réel droit. Autrement dit, qu'on puisse encadrer de la façon la plus sécuritaire possible ces manifestations de façon à ce qu'il y ait le moins de casse possible. Parce que si effectivement il y a un défaut d'encadrement, il suffit qu'il y ait 5 qui puissent en fait être là dans une démarche de casse pour empêcher une manifestation sereine. Et aujourd'hui, les gens n'osent plus sortir. Et donc, les seules images que nous voyons, c'est quoi? C'est l'image de jeunes en train de manifester leur colère et en face, une police qui tape, une armée qui tape, une gendarmerie qui tape. Et je pense que ce n'est pas une bonne image quand on parle en fait de démocratie. En tout cas, dans un pays qui se respecte et dans un pays qui se dit un pays démocratique où le droit de manifester doit être un droit fondamental, je pense qu'on n'a pas en fait à accepter ce type d'image. Et si vous dites que l'Afrique est prête pour la démocratie, qu'on est suffisamment mûr, pourquoi la connexion a été coupée au Sénégal? Alors, moi, je suis un démocrate et je trouve que c'est la mauvaise solution de couper les, la connexion au niveau du Sénégal. Une fois de plus, on considère la population comme étant immature et une fois de plus, les censures montrent l'impréparation actuelle du gouvernement. Non seulement ça a un impact en termes d'image, mais ça a aussi un impact sur le plan purement économique et qu'on ne peut pas prétexter aujourd'hui un problème de, on va dire, de vulgarisation de la haine sur les réseaux sociaux pour dire, OK, on coupe en fait aujourd'hui Internet. Je ne pense pas si vous imaginez aujourd'hui aux États-Unis, le président Joe Biden dire, parce qu'il y a des messages de haine, je vais couper Internet à tout le monde. C'est totalement impensable. C'est totalement impensable dans les pays démocratiques et c'est totalement inacceptable aujourd'hui chez nous. Et que la solution, ce n'est pas en fait de couper. La solution, c'est de voir quelles sont aujourd'hui les pathologies, quels sont aujourd'hui en fait les problèmes véritables que nous vivons au niveau en fait de nos pays, la détresse que nous avons et quelle réponse on a au lieu d'aller dans la répression. Comme je dis à chaque fois, la prévention est mieux que la répression. Mieux vaut prévenir que guérir. Et il ne s'agit pas d'attendre en disant à chaque fois quand les gens sont à la recherche de réelles solutions, on n'apporte pas des solutions. Et une fois que les gens sont dans la rue, on réprime et ensuite on coupe. Je pense que ça, c'est une solution qui n'est pas viable et c'est une solution qui manque en fait de lucidité et c'est une démarche qui montre en fait le manque de respect vis-à-vis de la population. Alors que le gouvernement parle de messages haineux sur les réseaux sociaux qui amènent à couper la connexion, vous n'êtes pas visiblement d'accord pour ces comportements que vous appelez antidémocratiques. Mais bien entendu, c'est-à-dire que, vous savez, M. Agua, toutes les manifestations peuvent aussi être le prétexte pour certains
pour dire, en fait, on va tout brûler. Bien entendu, est-ce que, au nom, en fait, de ces quelques radicaux, entre guillemets, désireux de brûler, est-ce qu'il faut interdire à l'ensemble de la population? Je pense que ce n'est pas la solution. Maintenant, les messages de haine, que ça soit en période stable qu'en période trouble, on ne peut pas empêcher ces messages-là. Si effectivement on se dit à chaque fois qu'il y a un message de haine, je vais couper tout, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'extrême droite qui est en train de se développer avec des messages de haine, si on prend l'exemple en Allemagne, si on prend l'exemple en France et ailleurs, je pense qu'en fait, on aurait coupé effectivement Internet un peu partout. Mais il y va de la responsabilité de l'État de mettre en place les conditions permettant justement d'arrêter ces radicaux éventuels, mais de mettre en place les conditions permettant aussi en même temps à la population de vivre de la façon la plus libre possible. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui vous imaginez en France, c'est-à-dire que les messages de haine qu'on a sur Internet, on en a souvent, pratiquement tous les jours. Mais est-ce que le gouvernement actuel a la possibilité, au nom en fait de la liberté, au nom de la garantie de la sécurité, dire en fait je vais supprimer purement et simplement en fait les réseaux sociaux? Je pense que c'est totalement impensable. Et donc les raisons qui sont invoquées aujourd'hui, qui sont évoquées en fait aujourd'hui au niveau du Sénégal, ne peuvent pas être des raisons acceptables. Mais également, on constate qu'il y a eu quelques démissions dans le rang du président Macky Sall, même si on ne peut pas donner des précisions exactes sur tous ceux qui ont démissionné. Il y a également des arrestations dans le rang des opposants. Oui, c'est vraiment affligeant. Est-ce Et que ce n'est pas des actes qui pourraient amener le pays au chaos? je pense qu'actuellement, toutes les conditions sont réunies pour un éventuel chaos que je ne souhaite pas. Alors c'est pourquoi, effectivement, tout ça montre qu'il y a des signes avant-coureurs et que le gouvernement doit prendre les dispositions pour assurer la sécurité. Et je pense que la première mesure que le président Macky Sall doit prendre, parce qu'il y va de sa responsabilité, c'est de dire tout simplement que le 2 avril, quelle que soit la situation, le 2 avril, au soir du 2 avril, je ne suis plus président de la République du Sénégal et ma coalition Benno Bokk Yakaar ne sera pas en fait aux manettes et qu'au soir du 2 avril, à partir de maintenant, je vais mettre en place un gouvernement de coalition nationale la Oui. plus large possible, intégrant aussi bien les membres de l'opposition que la société civile, avec comme unique objectif, je dis bien, d'organiser des élections libres, inclusives et démocratiques. Et je pense que c'est ce type de mesure qui permettra d'apporter plus de sérénité. C'est un type de mesure qui permettra de montrer que le Sénégal est à l'image, en tout cas d'un pays, d'une nation démocratique. Et qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, je pense qu'organiser les élections aujourd'hui et maintenant, dans ces conditions, euh, ça a un risque certain pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que je pense que quand on sait l'importance d'un président de la République, avec un système qui est marqué par l'hyperprésidentialisme, si les Sénégalais votent par défaut, aujourd'hui, demain, on risque de le payer. Et je pense que des élections aussi importantes doivent se dérouler dans la plus grande sérénité. Cette sérénité, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et je pense que le gouvernement, le président de la République, a cette lourde responsabilité, non seulement
de reculer. Et ce n'est pas une reculade. C'est plus montrer qu'il écoute sa population, qu'il écoute la population sénégalaise et qu'il entend la population sénégalaise. C'est une forme de courage de dire j'ai pris cette décision, mais qu'aujourd'hui j'ai entendu la population sénégalaise et au nom de la défense de l'intérêt de la population sénégalaise, le 2 avril, je remettrai effectivement le pouvoir. Je ne vais pas finalement prolonger. Maintenant, Connaissant Macky Sall, est-ce que vous le voyez capable de faire ça? Et ça dépendra du rapport de force. Et quand je dis rapport de force, c'est, je pense que quand il y a des manifestations, comme par exemple en France, il y a eu des manifestations et suite à ces manifestations, les gouvernements ont reculé. Et cette reculade, c'était pas une défaite, c'était histoire de dire, ben, c'est le jeu de la démocratie. Euh, la rue a parlé, j'ai entendu la rue, et donc, ben, je recule et j'entends la rue. Et il est temps aujourd'hui, en fait, qu'au moment où on parle de l'intelligence artificielle, Oui. au moment où, en fait, au niveau de l'Europe, on parle de la domination de l'espace, Oui. qu'au niveau de notre pays, au niveau de l'Afrique, qu'on soit toujours en train de se chamailler et que l'économie est vraiment quelque chose de totalement secondaire. Il est temps aujourd'hui qu'on mette en place un système dans lequel l'économique est au centre. Il est temps de favoriser la liberté d'entreprendre, il est temps de favoriser l'initiative privée, il est temps de favoriser la création, l'émergence et le développement de grandes entreprises nationales capables de faire face à la concurrence internationale. Aujourd'hui, on nous dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On nous dit en même temps que l'Afrique dispose de ressources en fait considérables, de ressources colossales. On nous dit que l'Afrique a un dividende démographique vraiment qui est une véritable ressource chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans le désespoir. On a des jeunes qui aujourd'hui euh, partent se tuer en mer. On a aujourd'hui des entreprises complètement fragiles. On n'a aucune entreprise africaine ou aucune entreprise nationale sénégalaise dans le top 100 des entreprises au niveau international. On ne maîtrise pas nos ressources naturelles. Et c'est ça aujourd'hui, en fait, la situation que nous vivons. Et pourtant, on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et il est temps qu'on mette l'accent sur ces éléments. Il est temps qu'on mette l'accent sur l'économique. Il est temps qu'on mette en place une gouvernance au service de l'économique, une gouvernance au service aujourd'hui de la population sénégalaise. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du Sénégal, j'ai pendant le mois de décembre, j'ai été au Sénégal, j'ai assisté un ami à l'hôpital en fait régional de Thiès. Alors, je vous passe la description, mais l'état des lieux est un état scandaleux qui n'est pas digne d'un pays qui se dit un pays qui est dans la voie du développement. Quand on voit l'état aujourd'hui de la santé au niveau du Sénégal, quand on voit aujourd'hui l'état de la pêche, la détresse de nos pêcheurs, quand on voit la détresse de la jeunesse qui aujourd'hui n'a plus la formation adéquate, quand on voit aujourd'hui en fait la cherté de la vie au Sénégal, quand on voit le manque d'entreprises capables en fait de faire face au chômage. Et face à ça, quand on voit de l'autre côté des hommes et des femmes politiques qui se chamaillent, quand on voit qu'en même temps, certains considèrent que le seul moyen pour y arriver, c'est par la politique et non pas par l'économique, c'est qu'on a un problème. Je pense qu'il est temps qu'on mette l'accent sur le travail. Et comme j'aime à le dire, rien ne résiste à 12 heures de travail par jour. Il est temps qu'on mette l'accent sur le travail et qu'on utilise les ressources dont nous disposons, aussi bien les ressources naturelles que les ressources humaines, pour faire de l'Afrique ce qu'elle est, pour faire du Sénégal ce qu'il est, à savoir un grand continent et une grande nation. Et comme on dit, cela
terre de vérité, il est temps qu'on mette l'accent sur cette pratique et qu'on mette en fait nos experts à la place qu'il faut pour enfin mettre notre pays sur les rails d'un pays qui est en train de se développer. Docteur, il ne vous reste qu'une minute pour répondre à ma dernière question et pour conclure cet entretien. Je ne vends aucun secret en disant que dans quelques jours, vous serez au Sénégal. Quel candidat soutenez-vous au Sénégal? Alors, pour l'instant, M. Agua, je ne soutiens aucun candidat parce que quand on regarde actuellement les différents candidats, j'ai l'impression qu'on peut reprendre cette phrase consistant à dire le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux veulent tout simplement la place du roi pour refaire la même chose, mais rien ne montre aujourd'hui que les questions qui sont les questions les plus fondamentales ont une solution. Par exemple, depuis quelque temps, il y a eu un mouvement qui s'appelle F24. On a eu le FIT aussi, et à l'intérieur, on a été incapable, je dis bien incapable, de s'asseoir autour d'une table pour dire quel Sénégal voulons-nous, quel président voulons-nous, d'accord, et quel développement voulons-nous. On a été incapable de mettre autour d'une table pour ça. Docteur David, merci pour cet entretien que vous nous avez accordé. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur, vous êtes consultant et vous êtes président du mouvement SOP Sénégal. Merci pour cet entretien.